Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, écoutez, que vous avez passé une bonne semaine, passé un bon week-end. Écoutez, aujourd'hui on va faire le point hebdomadaire, comme vous connaissez, sur le Bitcoin, l'actualité crypto et l'actualité économique bien évidemment. Donc il y a pas mal de choses à dire et notamment dans un premier temps, un beau bravo parce que le Bitcoin a rebattu un nouvel ATH, ça a été la nouvelle de la semaine, vous l'avez vu forcément. Donc on a atteint les 112 000 $, le Bitcoin, un nouvel ATH dépassé et en beauté avant qu'il corrige de nouveau et repasse à la baisse sous les 110 000 $. Mais en tout cas, ça y est, on voit bien que là, on est passé quand même d'une période, c'est ça qui est incroyable dans la crypto-monnaie, c'est dans une période où personne n'y croyait, que ce soit les influenceurs, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui avaient capitulé, qui pensaient qu'on était dans un bear market ou qu'il y avait une manipulation tellement grande que c'était fini, on ne passerait plus la barre des 100 000 $ et bim badaboum. Qu'est-ce qui se passe au moment où on a un consensus de bear market de majorité? Eh bien, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous refait un cycle en une fraction de temps, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, il nous a tout rebouffé. Tout ce qu'il avait baissé, il nous l'a rebouffé à la hausse. Voilà, donc ça c'est le Bitcoin. Donc on voit bien que quand il y a un consensus qui se passe sur certaines choses, en fait le Bitcoin nous fait l'inverse. C'est là où c'est marrant, c'est là où c'est étonnant, mais c'est là aussi où il nous surprend toujours. Et donc la bonne nouvelle, eh bien, c'est que on voit forcément qu'à travers cette annonce de nouveaux prix, le bull run n'est pas fini. Clairement, et sans vanité, sans vouloir me jeter des fleurs, c'est ce que je vous dis quand même depuis un petit moment. C'est-à-dire que, et je vous dis pas ça sorti du chapeau, parce que juste c'est mon analyse personnelle, c'est ma conviction, je sens le vent, machin. Non, c'est parce que c'est par rapport aux chiffres, par rapport aux institutionnels qui apportent des capitaux de plus en plus grands, avec l'intérêt maintenant des gouvernements, parce qu'on a les États-Unis qui ont mis leurs réserves stratégiques de Bitcoin. Donc, tout ça fait qu'on a tout simplement toutes les planètes qui sont alignées pour que ça aille vers l'eau. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Donc, bravo. Voilà, je dis juste bravo à tous ceux qui ont résisté, à tous ceux qui ont tenu jusque-là, parce que là, je pense qu'on a un tournant. Et effectivement, d'ailleurs, je vous montrer quelques nouvelles, certains chiffres encore là dans la vidéo, vous allez voir, ça va être intéressant, où on a encore toujours le même schéma, c'est qu'on a la masse, c'est triste à dire, mais c'est ce terme, je pense, qui est approprié, qui pas forcément au fait des nouveautés, des nouvelles, etc. Et donc se détourne, quelque part est lassé. Voilà, je pense que le terme approprié, c'est vraiment lassé des wagons ou des yo-yo sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin, et donc se détourne du Bitcoin en disant en fait c'est de la merde. Voilà. Et inversement, on a les institutionnels qui eux se gavent, et en fait quand vous avez compris derrière les enjeux du Bitcoin, quand vous voyez les nouvelles qui s'enchaînent, c'est pour ça que je fais des vidéos où je fais l'effort aussi de compiler ces nouvelles, même si c'est rien d'extraordinaire, ce que je fais au niveau de compilation de données, de nouvelles, mais ça permet tout simplement de prendre du recul et de voir effectivement, quand on voit toutes ces données qui s'empilent, ouais, il y a en fait une logique derrière, dans les événements actuels, au niveau institutionnel. Voilà, donc il ne faut pas se faire avoir, en fait. Là, tous ceux qui sont sortis du marché des cryptos trop tôt, quelque part, se sont fait dégager et manipuler, entre guillemets, à mon avis, sur ce marché par les institutionnels qui, eux, n'arrêtent pas de vouloir faire qu'une chose en tête, c'est devenu une obsession presque, c'est d'acheter du Bitcoin. On le voit notamment avec Michael Saylor qui, à l'instant où je fais la vidéo, j'ai vu la nouvelle passer, alors j'ai pas l'article, mais ça y est, il a reprévu d'acheter du Bitcoin, le gaillard. C'est un malade. Je pense que plus obsédé que ça, c'est pas possible. Toutes les semaines, il achète du Bitcoin à coût de centaines, voire de milliards de dollars d'injection, de capitaux. Voilà, donc pour vous dire un petit peu où on en est aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment des bonnes nouvelles, une bonne configuration encore pour la suite, parce que à mon avis, c'est mon avis personnel, et je vais vous montrer pourquoi je pense ça, ce n'est que le début. Voilà, ce n'est que le début de la crypto-monnaie, du Bitcoin au niveau des prix, et effectivement, je suis convaincu qu'on atteindra un jour, d'ici 2030, effectivement, plutôt peut-être le 1 million de dollars par Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, on a une telle demande sur le Bitcoin par rapport à l'offre qu'il y a qui est limitée, comme vous le savez, que ça va péter, quoi. Ça va péter, tout simplement. Et donc, si vous êtes chaud, j'ai un peu épilogué là, excusez-moi, mais effectivement, au niveau de l'introduction, c'est parti. Directement sur le Bitcoin et regardez-moi ça. Déjà, je passe au rapport de Farsight Investor avec les ETF Bitcoin Spot.
Et regardez-moi cette semaine de malade, encore une fois. C'est-à-dire que là, on a enchaîné de semaines de record sur record en termes d'afflux de capitaux. Mais là, je crois qu'on n'a jamais eu même, il me semble, ou c'est la deuxième semaine peut-être de l'histoire du lancement du Bitcoin au niveau des ETF, hein, où il y a le tel afflux de capitaux. Donc regardez, on a fait péter les 44,5 quasiment milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot. C'est un record absolu. On n'avait encore jamais atteint ce niveau-là. Voilà. Donc, la montée là, des prix qui a eu lieu sur le Bitcoin, on peut dire qu'il est en grande partie lié justement à la poussée des capitaux sur les ETF Bitcoin Spot. Et je rappelle encore une fois que les ETF Bitcoin Spot, qui c'est qui a investi dessus? C'est pas majoritairement les particuliers. Parce que les particuliers ne passent pas majoritairement sur les ETF. C'est les institutionnels, surtout, qui ont les moyens de faire grossir autant la boule de neige avec des milliards de dollars à la clé. Voilà, c'est pas les particuliers qui sont capables d'injecter des milliards de dollars, même s'ils sont beaucoup, machin. Voilà, donc ça c'est vraiment, et c'est des banques, j'avais montré des articles, je vais vous remontrer des articles effectivement qui confirment que c'est bien les institutionnels qui sont en train de faire porter les capitaux là-dedans. Donc les institutionnels, pendant que les particuliers paniquent, les institutionnels achètent. Voilà, et donc là vous voyez bien qu'avec ce montant-là de 44,4 milliards de dollars, eh bien ça y est, ça se confirme. Les capitaux vont continuer d'affluer et continuent d'affluer sur le Bitcoin. Et pour Ethereum, pareil. Regardez, on était à 2,5 millions de dollars la semaine dernière. Milliards. Là, on a 2,7 milliards de dollars injectés cette semaine sur les ETF Bitcoin Spot au total. Donc on a gagné un petit 200-300 millions de dollars de flux entrants, comme on peut le voir sur cette semaine. Donc là aussi, l'intérêt grossit également pour Ethereum. Donc tout est en train de péter, quoi, tout simplement. Donc maintenant, je passe aux articles. Hein. Là, c'était les chiffres, mais on passe un peu aux nouvelles. Un article de journalducoin.com, donc le 24 mai, vous voyez, c'était hier, la smart money mise sur le Bitcoin. Les particuliers restent à l'écart. C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que toutes les données aujourd'hui macroéconomiques, économiques, graphiques, tout ce que vous voulez, montrent qu'il y a vraiment deux poids dans la crypto-monnaie en termes d'investissement, les particuliers, les institutionnels. Voilà, les particuliers restent à l'écart, les institutionnels achètent comme des malades. Ils ne savent plus comment acheter. Donc, vous voyez là, c'est sur les chiffres de Glassnode, on-chain. Bon. Donc, je continue toujours en ce même ordre de grandeur. Hein. Donc là, j'ai un article de cryptost.fr, hausse du Bitcoin, l'IBIT de BlackRock rentre dans le top 5 des ETF les plus performants de l'année. Donc, pour vous dire à quel point, alors que le Bitcoin, on est au début quand même, j'avais montré la semaine dernière la courbe d'évolution du Bitcoin en termes d'adoption par rapport à la courbe de l'adoption d'Internet dans les années en fait 2000, et là on a l'équivalent de 1999 pour l'adoption de Bitcoin avec la même courbe au final qu'on avait en 1999 sur Internet au niveau de l'adoption de masse. Bon. Donc là, même en étant à l'adoption, on va dire préliminaire, si je puis dire, sur les ETF Bitcoin Spot, eh ben on a quand même un top 5, quoi. Une énormité absolue, on est en train de faire péter tous les records, là. Les institutionnels, ils hallucinent, tout simplement. Bon. Et donc, ils pourraient, voilà, ce que je vous disais, c'est exactement ce que je vous disais dans l'ordre de grandeur, et selon un analyste, il pourrait aller piquer la deuxième place du classement. Ben oui, parce que si on suit la courbe d'évolution comme celle d'Internet des années 2000, dans 5 ans, on a tout fait péter, quoi. Voilà, voilà où on en est. On est sur une technologie vraiment incroyable. Cointribune.com, notre article, les entreprises pourraient contrôler 50% des bitcoins d'ici 2045. Alors là, c'est l'attrait institutionnel. Hein. Quand je vous dis qu'ils sont obsédés... C'est pas faible le mot que j'utilise, que j'emploie. C'est littéralement une obsession désormais pour certaines entreprises comme Strategy et Michael Saylor. Et leur objectif, c'est de créer une banque Bitcoin. Ils l'ont dit il y a un mois. Hein. Voilà, c'est réellement ça, c'est créer une banque Bitcoin. Donc après, le problème que ça soulève au niveau décentralisation, déjà dans un premier temps, mais aussi supply. C'est là où je vous dis que quand on n'est pas assez bullish, c'est que imaginez des entreprises qui contrôlent à 50% la totalité des bitcoins, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de bitcoin pour tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Donc on va avoir un méga choc entre l'offre et la demande. Voilà, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, en une année, on a 5% de la totalité des bitcoins qui ont déjà été captés par les entreprises,
en une seule année. Donc imaginez en 2045, quand en plus vous superposez la courbe d'Internet des années 2000 au niveau de l'adoption à celle du Bitcoin aujourd'hui, c'est comme si nous étions en 1999. On connaît tous la suite de l'histoire pour l'adoption d'Internet. On la connaît tous. Aujourd'hui, tout le monde a Internet, à part dans les zones, bien sûr, où il n'y a pas Internet, hein, au niveau de certains pays ou de certaines zones géographiques, bien évidemment. Voilà. Donc, oui, il y aura un choc, effectivement, entre l'offre et la demande. Si ça continue comme ça, s'il n'y a pas une météorite qui s'abat sur la Terre, ou s'il n'y a pas une cyberattaque, ou un truc comme ça, ou je ne sais quoi, logiquement, on devrait atteindre vraiment un énorme boom entre l'offre et la demande sur le Bitcoin, et donc un énorme choc sur les prix. Bon, allez, je continue toujours dans le même délire, hein. Je vous dis, je ne fais que... j'enchaîne, voilà, pour vraiment mettre en lumière quand même ce qui se passe quoi, au niveau institutionnel, parce que ça, on ne vous dit pas à télé, hein, bien évidemment. On ne vous dit pas sur business, machin, ou certaines chaînes médias mainstream spécialisées normalement en crypto ou autre. Bon, à la télé, je veux dire, hein, pas sur YouTube. Donc, Cointelegraph France, pareil, les clients fortunés asiatiques se détournent du dollar au profit de la crypto, l'or et les actifs chinois. Que vous vous rendez compte quand même de ce qui se passe. C'est-à-dire que là, dans cette phrase, on a quand même quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'on a l'or, les actifs chinois, bon, boursiers, et la crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie, alors en premier lieu, bien sûr, vous l'avez compris, le Bitcoin, donc qui est de plus en plus assimilé quelque part à de l'or numérique. Et littéralement, désormais, qu'avant c'était la théorie, maintenant ça commence même à être de la pratique. Et le géant bancaire UBS affirme que ses clients les plus fortunés en Asie se détournent des actifs libellés en dollars américains au profit de l'or, des crypto-monnaies et des marchés chinois. Voilà, donc les institutionnels, les élites, entre guillemets, les élites et les riches, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se détournent en fait des monnaies fiat. Parce que là, on parle du dollar, mais ça va bien plus loin. Là, c'est un détournement par rapport aux monnaies fiat. C'est une perte de confiance dans le dollar, dans l'euro, dans le rouble. Toutes les monnaies fiat sont destinées à s'effondrer. De toute façon, on l'a vu au sein de l'histoire, les civilisations ont toujours fini par s'effondrer à cause de leur économie et de leur système monétaire. Voilà, qui est destiné à s'effondrer. Parce que derrière, à cause du fonctionnement lié aux dettes et au crédit. Simplement. Et donc là, les crypto-monnaies sont vraiment assimilées en quelque part à la valeur refuge. C'est ça que c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant de voir. Allez, je continue, mais toujours pareil. Vous voyez, là j'ai un autre article de journalducoin.com. JP Morgan va enfin permettre à ses clients d'acheter du Bitcoin. Là, on parle d'une des plus grosses banques américaines, donc mondiales, qui quand même, et c'est pas moi qui le dis, vous voyez l'article, première phrase, virage à 180 degrés, parce que JP Morgan, je rappelle, hein, donc la plus grande banque américaine, avec Jamie Dimon, le PDG, qui n'aime pas le Bitcoin. Je rappelle, il a fait tout un speech, donc en 2022 ou 2023, je ne sais plus, où il disait justement le Bitcoin, les crypto-monnaies, nous, JP Morgan, même pas en rêve. En gros, je vous la fais courte. Ah, et 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Carrément, c'est même pas, il va acheter des fonds de près ou de loin sur le Bitcoin ou indexé sur les crypto-monnaies. Carrément, il va permettre à ses clients d'acheter du Bitcoin. Enfin, donc, je sais pas, ils sont bipolaires. C'est peut-être qu'ils sont bipolaires, hein, ces gens, mais peut-être pas non plus. Donc, il se passe des choses. Vous voyez, quand je vous dis, il se passe des choses, c'est-à-dire qu'on nous a vendu pendant 10 ans, 15 ans, le Bitcoin, c'est pour les criminels, surtout, n'y allez pas. Vraiment, c'est le système anti-banque de mafieux, vous allez tout perdre, vous allez vous faire arnaquer, machin. Aujourd'hui, presque, on vous en parle plus. Et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi on n'en parle plus, parce que, bref, je vais vous montrer après, intéressant aussi. Et là, par contre, les mêmes qui vous ont rabâché ça pendant 15 ans, 10-15 ans, sont en train maintenant de faire machine arrière toute, et eux, ils ne savent plus comment faire pour, en fait, intégrer au minimum le Bitcoin dans leur trésorerie, en acheter ou alors le proposer à leurs clients en termes de service, parce qu'ils savent que maintenant le Bitcoin devient un incontournable en fait. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Donc il se passe quelque chose. Vous voyez, au niveau institutionnel, c'est le raz de marée quoi. Donc et là on est encore au début. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il y a énormément. J'avais fait sur la vidéo la semaine dernière ou la semaine d'avant encore. Vous avez fait le petit tableau, vous savez, avec tous les capitaux encore bloqués. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu l'accord de la régulation ou même en interne, administration, vous avez des conseils d'administration pour investir dans le Bitcoin ou les capitaux et tout, sur les ETF Bitcoin Spot, mais ça va venir, parce que vous avez compris que c'est pas parce qu'on dit non aujourd'hui
que dans 1 an, 2 ans, ce sera toujours non. JP Morgan, on a la preuve vivante. Voilà. Pas vous dire mieux. Allez, je continue. Et là, c'est là où c'est intéressant sur le Bitcoin. Dernière petite actualité là sur le Bitcoin. C'est le terme, hein, je suis sur Google Trends, hein, vous voyez. Et je suis sur le terme de recherche Bitcoin. Et là, vous voyez, depuis 2004, hein, je suis sur 2004, à l'échelle mondiale, dans tous les pays, comme on peut voir. Et ça, c'est la courbe d'évolution de Google Trends, c'est-à-dire l'intérêt de la recherche sur le Bitcoin au niveau mondial sur Internet, depuis le début. Et on voit bien que quand ça a été lancé en 2009, personne connaissait le Bitcoin et personne n'avait rien à carrer, clairement, on le voit bien. On était à 0 d'intérêt. Ensuite, on a eu les premières performances sympas du Bitcoin. En fait, le premier halving qui avait lieu en 2013, alors c'est peut-être des bêtises, mais c'est le premier cycle qui a eu lieu entre 2010 ou 2013. Donc, on a eu des petites performances sympas. Ensuite, on a eu c'est 2013-2016, pardon, le premier cycle, hein, si je dis pas de bêtises, au niveau du halving. Et donc, on a eu les premiers pics de performance et donc on va dire, les investisseurs early ou les geeks ont commencé à vraiment s'intéresser au Bitcoin. Donc c'est là où c'était le premier pic d'intérêt. Ensuite, on a eu l'explosion de la bulle médiatique en 2017. Souvenez-vous, tout le monde en parlait quand on avait le Bitcoin qui avait atteint les 20 000 $. Parce que c'était tellement incroyable. Et c'est à cette époque, d'ailleurs, que tout le système médiatique disait le Bitcoin, c'est une bulle spéculative, c'est une arnaque absolue, c'est pour les criminels, etc. Voilà, donc on a eu une méga bulle médiatique, tout le monde s'intéressait au Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que cette merde, en fait? Voilà, c'était vraiment ça. C'est quoi cette merde? C'était pas sérieux du tout. On dit, comment c'est possible d'acheter ça et comment c'est possible que ça aille aussi haut? C'est ça vraiment la question. Ensuite, on a eu, souvenez-vous, donc là, 2020-2021, où là, on a eu un intérêt mitigé, alors, très bel intérêt, hein, mais par rapport à 2020, vous voyez que c'est pas quand même la même chose. Ça a été un peu plus léger, mais par contre, on a eu l'arrivée sérieuse des institutionnels. C'est-à-dire qu'en 2020, c'était encore les investisseurs early, les geeks, il n'y avait même pas les plateformes exchange encore absolument sûres, donc c'était compliqué même, c'était pas aussi évident qu'aujourd'hui d'acheter du Bitcoin, bref. Et il n'y avait pas autant de crypto aussi, il y avait peut-être au maximum une centaine de crypto-monnaies. Donc c'est là aussi où le XRP avait fait une énorme performance en 2017-2018. Et là, ça a commencé, on va dire, à s'institutionnaliser, à se démocratiser le Bitcoin à partir de 2020. Voilà. Et aujourd'hui, regardez, enfin, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que je rappelle qu'au fur et à mesure de cette tendance Google Trend, à chaque fois, on a eu un Bitcoin qui a atteint des plus hauts historiques, des ATH. Donc, 2017, 20 000 $. Ensuite, là, on a fait 60 000, 50 000, non, 70 000 $. 60 000, 70 000 $, vous voyez que l'intérêt a été quand même un peu moindre. Et là, on a fait péter les 100 000 $. Et l'intérêt, il est quand même pas exceptionnel, déjà. On peut le voir. On peut voir ça. Et surtout, pire encore, on a fait péter là l'ancien ATH, là, donc il y a 2 jours. Hein, et regardez, l'intérêt est à la baisse même. On est sur une tendance où l'intérêt pour le Bitcoin, malgré son nouvel ATH là, ultra récent, est à la baisse. On croit rêver, quoi. Donc, il se passe une chose, c'est que déjà, je pense, je vous dis, j'ai 2 choses. Après, je rappelle, je ne suis pas conseiller financier ni en investissement, je ne suis pas dans la tête des institutionnels, je ne suis pas un devin, hein, je vous rappelle. Je vous donne mon analyse, ce que je pense, après vous en faites ce que vous voulez. Je peux me tromper, vous partagez, après vous pouvez donner votre avis également en commentaire, je suis très curieux, vraiment, ce serait sympa. Parce qu'on est là aussi pour débattre, hein, c'est aussi le but un peu de la chaîne à la base, là-dessus. Et donc, c'est pour vous dire, effectivement, moi, ce que je pense dans un premier temps, c'est qu'il y a maintenant que l'intérêt des institutionnels, c'est vraiment d'acheter, c'est-à-dire qu'en 2020 et 2017, l'intérêt des institutionnels et des banques, c'était que surtout, vous n'achetiez pas de Bitcoin. Donc, ils faisaient tout pour que vous y intéressiez, ok, mais pas que vous en achetiez. Donc, c'est pour les criminels, machin, surtout n'en achetez pas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est surtout n'achetez pas de Bitcoin, parce que nous, on les veut, on veut en acheter. Donc, ils mettent moins le paquet sur le Bitcoin au niveau médiatique, ils en parlent moins, parce qu'ils savent que s'ils en parlent aujourd'hui, forcément, ils ne pourront qu'en dire du bien, puisque eux-mêmes en achètent. Donc, ils ne vont pas en parler, parce que sinon, on aura moins pour eux. Donc déjà, première hypothèse. Deuxième hypothèse aussi,
c'est au niveau théorique, hein, c'est que tout le monde est lassé. C'est-à-dire que là, on est dans une phase où effectivement, il y a beaucoup de gens est sortis, sont fait lessiver quelque part au niveau énergétique, hein, je pense, au niveau énergie. Parce que il faut du mental quand même. C'est vrai qu'on réalise pas, on pense que c'est facile, il suffit d'acheter puis de vendre au bon moment. Non, malheureusement, tous ceux qui ont été confrontés de près ou de loin ou du trading ou à l'achat de crypto-monnaies savent de quoi je parle, que c'est loin d'être de tout repos, hein. Clairement, au niveau émotionnel, au niveau mental, c'est pas de tout repos. Donc, beaucoup, je pense, ont été confrontés à ça et ont laissé tomber. Bon. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose où c'est assez phénoménal. On a un ancien ATH, et je pense que c'est une première quand même depuis le début, qui ne suscite aucun intérêt, aucune bulle de tendance, de recherche sur le Bitcoin. Et ça, c'est extrêmement positif pour la suite des choses, parce qu'on sait très bien que c'est au moment où vous avez la masse et donc l'intérêt pour le Bitcoin qui repart à la hausse, comme on a eu en 2017 par exemple, on est carrément atteint une performance de 100, et c'est là où en général on a les pics du Bitcoin. Donc ça veut dire que là, on a atteint un nouvel ATH, on n'a même plus d'intérêt sur le Bitcoin. Et ça, c'est phénoménal, quoi. Voilà. Donc, toutes les planètes sont alignées, et en plus avec les avis, enfin les actualités que je vous ai montrées au préalable, avec les institutionnels qui continuent d'acheter en masse du Bitcoin, et c'est que le début, hein. C'est pas prêt de s'arrêter, on l'a compris. Donc ça a pété, quoi. Voilà, le résumé là sur le Bitcoin, c'est qu'on est au début. Ça a pété, quoi. Voilà, c'est tout. Bon. Après, quand ça a pété exactement, à quel niveau, personne ne peut le dire. Là-dessus, c'est clair. Mais que ça va continuer à aller vers le haut, ça c'est une évidence pour moi absolue, puisque toutes les planètes sont alignées, quoi. Voilà. Bon, je peux pas vous dire mieux quand même, hein, pour le Bitcoin, pour la suite des choses. Clairement, voilà, je sais pas comment vous le dire mieux. Donc je continue avec VeChain notamment, et regardez la nouveauté. Alors ça c'est une très belle nouvelle. C'est notamment un partenariat annoncé entre VeChain et OneChain. Alors OneChain, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui permet de faire tout simplement les cross-chain, et donc permet à une blockchain d'accueillir, entre guillemets, de faire le pont avec d'autres blockchains. Et notamment VeChain, donc à travers OneChain, eh bien, a permis de déployer plus d'une quarantaine de ponts, entre guillemets, avec d'autres blockchains. Donc c'est énorme, et dans ces autres blockchains, vous avez le Bitcoin, vous avez Ethereum, Solana, BNB, hein, vous voyez, elles sont ici les principales, Polkadot et beaucoup d'autres. Donc ça, c'est exactement ce qui manquait à VeChain. C'est-à-dire que avant, sur l'écosystème VeChain, effectivement, ce qui était dommage, c'est que vous n'aviez que les crypto-monnaies liées à l'écosystème de VeChain. Donc notamment, vous avez B3TR, notamment le VTHO, VeChain, et vous avez quelques autres crypto-monnaies basées sur des projets créés sur l'écosystème de VeChain, sur la blockchain de VeChain spécifiquement, qui pouvaient être achetés. Mais sinon, vous étiez obligé d'ailleurs de vendre ou de convertir quelque part vos VeChain, de les swapper sur une plateforme exchange, ensuite de convertir sur cette plateforme exchange et de mettre ensuite vos Bitcoin ou n'importe quoi d'autre que vous avez converti à travers le VeChain sur MetaMask ou un autre call de wallet. Parce que sur les wallets de VWorld, il n'y a pas effectivement, il n'y avait pas de Bitcoin ou machin. Donc là, en fait, on est en train de vraiment de se rapprocher à travers la plateforme VWorld, l'application VWorld, d'un système à la MetaMask, en fait, d'un hub crypto, où, on l'a bien compris, à travers le temps, donc là, on est sur la première lancée, mais après, je pense qu'il y aura peut-être plus de blockchains intégrées, plus de crypto-monnaies intégrées. Donc le but, ce sera avec VWorld, bien d'avoir la possibilité de faire quelque chose comme MetaMask, et d'avoir une intégration globale de toutes les crypto-monnaies blockchain existantes. Voilà. Donc ça, c'est énorme, parce que derrière, qui dit plus d'accès et d'accessibilité à d'autres blockchains à travers l'écosystème de VeChain, dit plus de liquidité, dit également l'existence de nouvelles paires de liquidité, de pools entre, par exemple, je dis une bêtise, enfin, je dis pas une bêtise, mais je dis quelque chose, voilà, par exemple, un exemple, comme l'USDT ou même Bitcoin, donc vous pouvez avoir la paire VeChain Bitcoin. Voilà, donc ça veut dire que la liquidité, notamment liée à l'intérêt de Bitcoin, va pouvoir en partie être détournée vers la blockchain de VeChain, et donc faire vivre l'écosystème de VeChain en brûlant au passage du VTHO, enfin vous avez compris le délire, et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement positif, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment une belle chose, là, une belle nouvelle et un grand bond en avant au niveau technologique pour VeChain. Allez, je continue, donc toujours dans les bonnes nouvelles comme ça, donc il y a
Ça y est, il y a un nouveau directeur marketing pour l'écosystème de VeChain, qui est Anthony donc Day, et qui a un beau CV. Hein. Donc j'ai regardé un petit peu l'article, j'ai utilisé ChatGPT pour traduire et résumer. Vous connaissez la logique que j'utilise. Et donc comme ça, on va avoir voilà, le résumé en français de qui est Anthony Day, entre guillemets. Donc c'est un expert chevronné de la blockchain et occupé des postes clés chez IBM et Deloitte. Voilà, c'est un ancien de Deloitte. Il a dirigé des projets blockchain dans des secteurs comme la supply chain, la santé, la durabilité et les produits de grande consommation. Il a été aussi Head of Strategy et Marketing chez Midnight, un protocole axé sur la protection des données. Et il a également fait un podcast, donc Blockchain Won't Save the World, pour vulgariser le Web3. Voilà. Donc, on voit que ça a l'air d'être un gars avec un gros portefeuille quand même d'expérience en termes de marketing, mais surtout dans des entreprises quand même assez conséquentes. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que vous savez, moi ce qui m'attire sur VeChain, c'est pas uniquement le projet, c'est aussi l'équipe qui est dans le projet, qui est une équipe de machines de guerre, hein, faut le dire. Vous avez Sonny Luce, un ancien de Vuitton, c'est un ancien industriel, donc c'est là où c'est intéressant. Que vous avez des personnes qui ont vraiment une expérience, c'est pas comme les, je suis désolé le terme, mais par exemple j'allais dire, voilà, un truc pas très sympa, mais les clowns, là, enfin voilà, qu'on a nous à la tête de l'État, qui n'ont jamais bossé de leur vie, qui n'ont jamais été dans une entreprise, et puis qui sont en train de dire en fait à tout le monde comment il faut bosser, voilà, avec des lois. Alors je parlerai même pas de la nouvelle loi qui est sortie là sur l'euthanasie et tout, parce que franchement c'est un scandale, hein. Mais bon, je m'arrêtais là. Mais voilà, par qui on est gouverné, quoi. Donc là vraiment, l'essence numéro 1 d'un projet, c'est son équipe. Et si vous avez une bonne équipe, forcément, même si à l'instant T, le projet peut avoir des bugs ou ne pas avancer comme les investisseurs le voudraient, eh bien, à terme, l'équipe, comme elle est forte, elle est bonne, le projet, forcément, deviendra bon, entre guillemets. Voilà, pour ça que quand vous investissez, l'idéal, c'est toujours d'abord regarder qui est l'équipe et comment et d'où ils viennent, leur parcours, etc. Donc au niveau du marketing, c'est bien, on a l'air d'avoir quelqu'un quand même qui a l'air de savoir de quoi il parle et qui a déjà bossé, quoi. Bon, allez, je continue. Donc pour vous dire effectivement, comme l'écosystème de VeChain est en train toujours d'exploser, regardez-moi cette courbe. On est à 8 178 000 nouvelles adresses, donc quand même assez phénoménal. Et au niveau des holders, on va voir que là aussi, ça commence à bouger. Alors, le nombre de détenteurs de VeChain repart à la hausse. Ça, c'est intéressant. Ça a bien stagné là pendant quelques mois, voire plusieurs années, durant le bear market, notamment 2022-2024. Et là, on voit ça repart un peu à la hausse. Donc ça fait plaisir. Donc je pense que toutes les annonces qui tournent actuellement autour de la nouvelle mise à jour, là, vous savez, le projet Renaissance pour VeChain est en train d'attirer de nouveaux investisseurs. Donc ça, c'est très bien. Le VTHO aussi est en train de prendre de la vitesse en termes de nombre de holders. Et surtout, vous avez le B3TR. Le B3TR, lui, continue avec donc, la plateforme VBetterDAO d'attirer de plus en plus de monde. Et effectivement, avec 1 300 000 quasiment, c'est pas mal. Voilà. Bon, ce sera tout pour VeChain. Je vais maintenant passer donc au secteur du RWA, notamment avec Ondo Finance et également XRP de Ripple. Donc regardez, bonne nouvelle hein, aussi. Pour Ondo Finance, j'ai montré la semaine dernière déjà le nouveau partenariat entre Ondo, Chainlink et justement JP Morgan, donc la banque, hein, justement j'ai déjà parlé aujourd'hui, qui a fait un revirement à 360 degrés, enfin 180 degrés plutôt, pour être précis. Et là, regardez, donc JP Morgan a un partenariat pour la tokenisation d'actifs, bons de trésor notamment, avec Ondo, un projet crypto. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le cofondateur de Chainlink, rien de moins que ça, Sergei Nazarov, que vous pouvez voir ici donc directement, qui déclare donc au grand calme que Ondo, en fait, c'est l'avenir. C'est-à-dire que quand vous regardez, ça c'est le propos de Sergei donc Nazarov, le cofondateur de Chainlink, donc quand vous regardez à ce que fait Ondo, ils le font avec un tel niveau de haut standard, en fait, comme Goldman Sachs, McKinsey et tous les hauts standards connus au niveau mondial. Donc, ils comparent en fait Goldman Sachs, une des plus grosses banques au niveau mondial, à Ondo Finance, pour vous dire un petit peu l'ordre de grandeur, en fait, le délire dans lequel on est aujourd'hui
avec les projets liés à la tokenisation d'actifs. Tellement il y a un potentiel énorme derrière. Et Chainlink, là aussi, je vous invite à voir Chainlink. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéos spécifiques sur ce projet. J'ai pas le temps tout simplement. Hein. Je suis désolé. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Donc je fais comme je peux pour balancer les infos. Mais voilà, Chainlink aussi un très beau projet justement en partenariat avec Ondo et JP Morgan. Et donc avec le système d'Oracle pour assurer justement les transferts d'informations, des données de façon fiable et traçable. Bon. Donc Ondo, en gros, d'après Sergei Nazarov, c'est l'avenir au niveau de la tokenisation d'actifs. Au même titre que BlackRock avec leur fonds Beedle et d'autres gestionnaires d'actifs sont en train de créer justement leur fonds pour la tokenisation d'actifs. Allez, je continue toujours avec Ondo Finance. Regardez, on a passé un nouveau cap désormais, puisque au niveau des bons du trésor américains tokenisés, on a dépassé les 7 milliards de dollars de TVL pour la première fois de l'histoire. Simplement. Donc, ça a pris 5 ans pour que les stablecoins atteignent cette échelle. Voilà. Pour les bons du trésor américains, ça en a pris moins de 3. Alors, 3 ans, hein. Mais en sachant qu'il y a 3 ans, il n'y avait rien sur la tokenisation d'actifs. Souvenez-vous, la tokenisation d'actifs a vraiment commencé à prendre de l'ampleur médiatique, institutionnelle, c'est-à-dire qu'on entend parler cette année, début d'année 2024, concrètement. Voilà. Avant, c'était un peu par-ci, par-là, mais ça n'avait même pas le nom du RWA. C'était, effectivement, on parlait d'actifs tokenisés, mais on parlait en fait d'actifs mis sur la blockchain. On parlait même pas de tokenisation d'actifs, le terme n'existait pas, quoi. Voilà. Donc on voit bien, et quand on voit le potentiel, enfin le niveau des stablecoins aujourd'hui avec le Tether, USDT, etc., les volumes engendrés, on ne peut qu'imaginer le potentiel dans 5-10 ans pour justement le secteur du RWA et la tokenisation des bons du trésor américains. Rien que ça. Parce que là, on parle que des bons du trésor américains, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a les actifs, il y a les actifs boursiers, les crypto-monnaies en elles-mêmes qui pourraient être corrélées à des ETF, etc. D'ailleurs, il y a un projet qui fait ça, ce Reserve White Token, aussi dans le RWA, mais pareil, je ne peux pas vous le prendre, enfin, je n'ai pas le temps. Mais il y a plein de bons projets aussi dans le RWA à surveiller. Bon, allez, je continue, notamment avec un article de CoinDesk, comme on peut voir ici, le premier ETF à terme XRP américain commence à être négocié sur le Nasdaq. Clairement, ça c'était cette semaine, au 23 mai 2025. Donc le fonds investira au moins 80% de ses actifs dans des contrats à terme sur XRP, ainsi que dans des parts d'autres produits négociés en bourse liés au XRP. Ça y est, ça commence. Donc là, on voit qu'on a une démocratisation, une généralisation même au niveau des actifs crypto sur les options de trading quelque part. Allez, je continue. Donc, Cryptost.fr, le XRP de Ripple débarque sur le plus grand marché de contrats futurs au monde. Donc cette semaine, les contrats futurs sur le XRP de Ripple ont débarqué au CME Group. Alors que l'actif fait un pas le plus sur les marchés financiers traditionnels, c'est aussi l'occasion d'aborder le sujet des ETF. Voilà. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose quand même sur la tokenisation d'actifs et le pont surtout entre la crypto-monnaie et la finance traditionnelle. Le nouvel ETF XRP atteint un record d'entrée, les institutions devenant optimistes sur les tokens de paiement. Là aussi RWA, qui est en figure de proue, hein, justement de la modernisation de l'ancien système traditionnel et monétaire et économique. Voilà. Allez, je continue, donc que des bonnes nouvelles hein, pour l'instant pour tout ce qui est le RWA, forcément c'est l'avenir. Donc clairement, ça va continuer, hein, vous allez voir ce genre de nouvelles. Donc là, j'ai passé à des choses un petit peu plus générales, mais toujours un peu dans le RWA aussi, parce que là j'ai un article de cointribune.com, Kraken, donc la plateforme exchange, hein, je vous rappelle, les actions US désormais disponibles en version tokenisée. Ça y est, là aussi ils s'y mettent. Donc on voit vraiment qu'on a une démocratisation du RWA à l'échelle institutionnelle. C'est-à-dire que les particuliers, la majorité encore ne savent même pas ce que c'est le RWA. C'est normal, hein, on ne peut pas tout connaître quand on n'est pas dedans, machin. Mais c'est l'avenir. Donc pour moi, mon avis personnel, c'est qu'investir aujourd'hui dans le RWA, c'était comme investir en fait dans la révolution de l'Internet dans les années 2000. Au final, sur les bons projets. Après, voilà, ça c'est la difficulté
de choisir les bons projets. Mais quand vous voyez un projet comme Hondo Finance qui a été baptisé quasiment par tous les plus gros leaders de la finance traditionnelle aujourd'hui, bon, c'est moins compliqué de choisir les gros chevaux aujourd'hui qu'il y a en 2000, quand il y avait une flopée et une pléthore de Google, Amazon et compagnie, quoi. Voilà. Bon, maintenant, autre article de cryptost.fr, bientôt des stablecoins chinois via Hong Kong, point d'interrogation, le stablecoin Bill vient d'être adopté. Donc bientôt, on va avoir peut-être un stablecoin indexé sur le renminbi. Ça y est, ça commence. Donc là, on voit bien qu'on a un monopole clairement du dollar sur les stablecoins avec le USDC, le USDC de Circle, Tether, enfin bref, on voit que 90% du marché est dans la main du dollar. Mais demain, effectivement, l'intérêt, c'est qu'il y ait des stablecoins indexés sur l'euro. Alors nous, c'est déjà le cas avec la Société Générale, mais bon, avec des très faibles volumes, hein, clairement. Mais après, à l'avenir, le rouble, le yuan, avec la Chine, et c'est intéressant quand même de voir ça, puisque je rappelle que la Chine a interdit les crypto-monnaies. Donc si la Chine commence à parler même de stablecoin chinois, alors c'est via Hong Kong, donc on est d'accord, c'est pas exactement la Chine, on est d'accord. Ok, mais quand même c'est un point de départ. Un point de départ. Donc là aussi, la Chine commence peut-être à réviser son cap d'interdiction et se dit peut-être comme les États-Unis sont à fond là sur la crypto-monnaie, les Chinois, eux, c'est des pragmatiques. C'est pas comme nous avec le wokisme en Europe où on est capable de se sacrifier, de se couper une jambe pour aller se battre sur le front ukrainien ou des débilités de ce genre-là. Non, non. Eux, ils sont pragmatiques. Hein. Donc, s'ils voient que la crypto-monnaie, ça peut leur servir à faire quelque chose, ils vont y aller. Et ils vont y aller fort. Enfin, comme ils l'ont fait sur le marché électrique, comme ils l'ont fait sur l'industrie, comme ils l'ont fait sur le nucléaire. Bref, sur beaucoup de domaines, de secteurs, les Chinois aujourd'hui sont les leaders, clairement. Allez, je continue, article de Cointelegraph France, le lobby bancaire américain en panique face au stablecoin à rendement. Voilà, donc on voit bien que le système traditionnel ancien est en train vraiment d'être entre deux chaises, entre guillemets. Dans une chaise, on voit bien qu'il y a des banques comme JP Morgan qui ont dit « Ok, maintenant il faut y aller ». Donc on va, plutôt que d'interdire, on va l'adopter et essayer de le maîtriser, de le contrôler. Et d'autres qui sont pas en panique parce que en fait ils sont pas prêts et ils n'ont pas mis les choses en place comme certaines banques et c'est la panique. Ah, donc des sources proches du lobbying bancaire révèlent que les grandes institutions financières sont inquiètes face à l'essor des stablecoins générant des intérêts. D'après Austin Campbell, professeur à l'université de New York et fondateur de Zero Knowledge Computing. Voilà où on en est. Donc on voit bien que les banques, elles ont raison d'avoir peur, parce que là, qu'est-ce que ça veut dire un stablecoin indexé sur une monnaie avec un rendement? Ça veut tout simplement dire exactement la même chose qu'un livret A. Sauf que les rendements sur les stablecoins sont plus performants que les livrets A et avec beaucoup plus d'avantages en termes de liquidité et de déploiement et de retrait et tout que les banques. Parce que quand on voit que nous en France, pour retirer une somme, on est en train de devoir justifier, de montrer une facture, montrer patte blanche, que ce soit pour mettre de l'argent ou retirer de l'argent, à tel point qu'on s'est dit qu'en fait l'argent il est plus à nous, et c'est peut-être une vérité absolue quand on voit ce qu'ils font après notre argent en banque. Eh ben, imaginez que tout ça est décentralisé. Eh ben, les avantages que ça veut, c'est que vous retirez votre argent quand vous voulez, vous le remettez quand vous voulez, personne ne vous demandera quoi que ce soit. Alors, rien que ça, déjà, ce serait pas mal. Voilà. Avec des performances de rendement annuel bien supérieures à ce que nous offrent les pauvres livrets A. Voilà. Donc, elles ont raison, les banques, d'avoir peur sur cet aspect-là. Donc c'est pour ça qu'on sent qu'on a vraiment des institutions financières qui sont le cul entre deux chaises, on va dire, entre j'interdis et j'adopte, mais interdire c'est trop tard, parce que maintenant on a les gouvernements comme les États-Unis qui ont, ça y est, adopté à fond le Bitcoin, et inversement, adopter, bah, là il faut les moyens, il faut y aller, et il faut les compétences aussi, et c'est pas forcément gagné. Allez, je continue avec les actualités économiques, donc les échos. Trump assure que l'Europe subira 50% de droits de douane dès le 1er juin. Bruxelles exige du respect. Voilà, bon. Donc autant vous dire qu'effectivement, nous, l'Europe, on est vraiment au dindon de la farce. Déjà, avec la guerre Russie-Ukraine, on s'est vraiment fait avoir. Je
on peut pas dire mieux, hein, quand on voit les retombées économiques, l'inflation, tout, et que là, en plus, donc les États-Unis qui nous ont poussé là-dedans, finalement, sont en train de nous la mettre à l'envers proprement, clairement, pour être pas vulgaire du tout, et que voilà, on va se taper 50% de droits de douane, si c'est le cas, s'il y va, ou c'est pas une tactique de négociation à la Trump, mais si on se tape vraiment 50% de droits de douane sur l'ensemble des produits que les États-Unis importent, on va pleurer, parce que derrière, la situation de l'Europe, elle n'est pas encore, enfin, on est vraiment au plus mal, hein. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là, je vous en parlais avec le Japon et tout, c'est pas rien. Donc là, déjà, je vois un article de Le Figaro. Les bourses mondiales terminent en forte baisse, plombées par les menaces douanières de Trump. Donc contre l'UE, donc ça, ok, mais je suis pas 100% d'accord avec ce qui est dit. C'est pas uniquement. Il y a aussi le Japon derrière qui fait plonger les bourses mondiales. On va en parler. Mais d'abord, pour vous dire pourquoi les 50% de taxes douanières, ça va faire très mal s'il les met en place, c'est que sans taxes douanières pour l'instant, déjà on s'en sort pas nous. Donc là j'ai un article de la Tribune, douche froide pour la filière française, donc liée lié à la pompe à chaleur, vous voyez. Le fabricant français de pompe à chaleur, BDR Thermea, vient d'annoncer la suppression de 300 postes sur 800. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, je peux vous en ressortir plein des exemples comme ça, mais on voit bien que la tendance aujourd'hui, elle a la fermeture, la suppression de postes plutôt qu'à la création de nouvelles industries. En tout cas, la fermeture d'entreprises va plus vite que la création de nouvelles entreprises. Donc on voit bien que les choses vont pas bien, quoi. Faut l'avouer. Donc là, j'ai un article de Zone Bourse qui explique en partie également pourquoi les bourses actuelles sont en train également de chuter. Il n'y a pas que l'annonce des taxes douanières, parce que les taxes douanières de 50% de Trump sur l'Europe, bon, d'accord, ça déstabilise le marché, mais uniquement en Europe. Donc ça peut expliquer pourquoi les bourses européennes chuteraient, ok, mais pas les bourses mondiales. Les bourses asiatiques, elles n'en ont rien à faire que nous, on se tape 50% de taxes douanières, hein. Faut le dire. Donc zone bourse, les rendements des obligations japonaises à très long terme aussi près de leur niveau record en raison de l'inflation et des inquiétudes budgétaires. Voilà la deuxième raison qui fait chuter les marchés boursiers mondiaux. Donc, je vous explique, on va faire une petite passe là-dessus. C'est énorme hein, ce qui se passe. Alors, j'avais dit dans des présentes vidéos que le Japon, effectivement, ils n'étaient pas bons au niveau économique. Alors, je m'excusais parce que pour les Japonais, hein, clairement, mais c'est une réalité. Et vous le voyez directement. Là, vous voyez, j'ai un tweet de Global Market Investor qui date du 22 mai. Donc, pour la première fois depuis 1999, c'est-à-dire que le rendement des bons du trésor japonais sur 30 ans ont explosé les records et sont passés au-dessus des 3,1%. C'était pas arrivé depuis 1999. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Et pire encore, pour ceux, les bons du trésor avec des rendements sur 40 ans, eux, ils ont dépassé les 3,6% pour la première fois de leur histoire. Ça n'a jamais été dans l'histoire du Japon aussi élevé. Donc, enfin, alors que le marché japonais, donc c'est très bien dit ici, c'est le troisième plus gros marché du monde en termes de bons du trésor. Voilà. Et le système de bons du trésor japonais, il est en train d'imploser. Donc, les bons du trésor, je rappelle que c'est indexé aussi, c'est très fortement lié à la dette du Japon. Voilà. Donc, vous me voyez venir. C'est-à-dire que là, on est en train d'assister à une implosion du système de crédit-dette au Japon. En fait, les bons du trésor américain, eh ben, en fait, sont tellement plus attractifs et que la dette du Japon est tellement plus du tout attractive ou que les investisseurs ont tellement peur de ne pas avoir d'assurance sur le Japon, sur les rendements, sur les bons du trésor, etc., qu'ils demandent quelque part des assurances. Des assurances avec des rendements plus élevés derrière. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a tout qui est en train d'exploser là. Parce que le Japon est en train de s'effondrer, simplement au niveau économique. C'est ça que ça veut dire, clairement, au niveau de la dette et tout. Et plus loin encore, j'ai un tweet juste en dessous, très intéressant, de Zero Hedge, vous voyez, qui rappelle effectivement qu'en fait, le Premier ministre japonais a quand même déclaré que la situation économique là, actuelle du Japon était pire au niveau de la dette que la Grèce dans les années 2014, quand la Grèce a fait faillite. Enfin, elle n'a pas fait faillite parce qu'on l'a sauvée, nous l'Europe, mais elle était à deux doigts de faire faillite. Si nous n'avait pas été là, l'Europe, pour sauver la Grèce faisait faillite. Voilà. Et le Premier ministre japonais nous a dévoilé calmement, là,
dans tout le monde cette semaine que la situation du Japon était pire encore que celle de la Grèce au niveau économique. Voilà, ça fait réfléchir quand même. Et donc, tout ça pour vous dire, regardez, là c'est très intéressant, un autre tweet qui montre le prix du riz japonais. Voilà. Et ben, le prix du riz japonais, sachez qu'il a pris 100% en l'espace de 2 ans. C'est-à-dire, regardez l'évolution entre 2024 et 2025, en un an, le prix du riz japonais a pris 100%. Truc de fou. C'est jamais arrivé dans l'histoire du Japon. Voilà, et c'est là où, enfin, quand je vous dis, il y a un lien entre la dette, l'inflation, tout le tralala, avec notamment les valeurs refuges, l'or et tout. Pourquoi moi, je suis pas conseiller financier, je rappelle. Pourquoi moi, ma conviction profonde, c'est d'acheter de l'or, du bitcoin, du franc suisse. C'est parce que derrière, là, on a l'exemple du Japon. Concrètement, on a un exemple de ce qui peut nous arriver en Europe. C'est-à-dire que si on a notre dette française qui part en vrille, une dette européenne qui part en vrille, mais surtout la dette française, parce que nous ne rentre pas bien, derrière, ça va provoquer des rendements de bons de trésor qui vont exploser, clairement, parce que les investisseurs ne voudront plus investir sur la France, en fait, demanderont des garanties, et donc tous en fait, s'emballer, et ça va provoquer derrière aussi un système avec une inflation, parce que, quelque part, l'Europe, alors après, parce que nous, ce qui est différent du Japon, c'est que nous, on a l'Europe derrière, donc l'euro est lié à l'Europe et pas à la France. Mais du coup, on va entraîner l'Europe, parce qu'avec 3400 milliards d'euros de dette pour nous, la France, c'est en train de monter un peu à 3600, bah, on représente 25% de la dette totale européenne. Donc les Européens, enfin l'Europe, Bruxelles, ils ne pourront jamais venir à notre secours, ou du moins prendre 3400 milliards et par une baguette magique les supprimer. Bah, c'est pas possible. Donc ça va faire domino, quoi. Et donc on n'est pas loin d'avoir un scénario comme ça, la japonaise, ou là sur le prix du riz, mais voilà, quoi. On pourra avoir sur autre chose. Donc, je trouvais ça intéressant, et c'est pour ça, c'est avec cet événement-là, couplé au tarif douanier de Trump, ok, je suis d'accord, qui en fait sont fait chuter les marchés boursiers, là, cette semaine. Alors, quand on dit chuter, c'est pas la panacée non plus, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, sur un jour, on est sur le CAC 40 à moins 1,80%, le S&P 500, 0,66%, et on est même sur le Japon, vous voyez, on est plus 0,53%. Alors là, c'est sur la journée. Mais si je prends sur un mois, regardez, on a plus, même, on a pris des couleurs, même le Nikkei japonais, vous voyez, à plus 3,68%. C'est quand on dézoome un peu plus, là par exemple sur 6 mois, où là on commence à comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, regardez, en avril, début d'avril 2025, on a eu l'annonce globale des tarifs douaniers de Trump, ça fait vraiment couler les marchés boursiers. Ensuite, on est reparti à la hausse, on a même récupéré le niveau qui a été initialement avant les annonces de Trump sur les tarifs douaniers, mais là, regardez, on voit que depuis le 20 mai, c'est-à-dire qu'en fait cette semaine avec les bons du trésor du Japon qui sont en train d'exploser, enfin les rendements, pardon, pas les bons du trésor, les rendements sur 30-40 ans qui sont en train d'exploser pour le Japon, et la menace de Trump sur les 50% pour l'Europe, effectivement, ça fait un peu rebaisser les marchés. Mais c'est pas grave, enfin, on voit que c'est pas non plus un massacre, quoi. Mais par contre, je suis curieux de savoir ce que ça va donner demain. Voilà, quand on va avoir une réouverture des marchés, là, effectivement, je suis très curieux de voir comment va se comporter le marché. Je ne serais pas étonné que ça continue de baisser, les marchés, et surtout qu'on ait les bons du trésor du Japon, les rendements là, continuent d'exploser, quoi. Parce que là, c'est la machine qui s'emballe. Alors après, peut-être que la Banque du Japon va trouver des solutions pour stabiliser un peu tout ça, mais le problème, c'est qu'il faut savoir que la Banque du Japon possède plus de 50% justement des bons du trésor japonais. Donc en fait, la Banque du Japon possède plus de 50% de sa propre dette. Ça aussi, ils sont forts, là, les Japonais. Donc forcément, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Quand ils veulent vendre des bons du trésor, ils se les vendent à eux-mêmes, quoi, presque. Donc le Japon, vraiment, ils sont pas en bonne forme, pêcheurs, là. Ouais, franchement, pas cool pour eux, clairement. Bon, après on va voir, hein. On va espérer que ça s'arrange, mais clairement, c'est pas gagné, quoi. Bon, allez, je continue. Donc, je continue avec, notamment, alors là, je suis sur Boursorama, comme d'habitude, le cours de l'euro par rapport au dollar, vous voyez. Et regardez, donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein. L'euro, lui, reprend des couleurs hein, par rapport au dollar. On a clairement une montée, là,
Vous voyez, donc ça s'annonce plutôt bien. Et enfin, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Et enfin, on a l'or. Donc lui, l'or continue, continue lui de s'en foutre, hein. Il monte. L'or a repassé la barre des 95 000 € le kilo. Il avait baissé la semaine dernière, souvenez-vous. Donc si je prends sur un mois, là, il a bien marché. On avait passé effectivement, on est passé à peu près vers les 90 000 € le kilo. Bon. Donc, l'or aussi est en train de nous dire en fait que malgré que l'euro augmente par rapport au dollar, c'est-à-dire que l'euro prend de la force par rapport au dollar, et bien malgré ça, l'or est en train de nous dire oui, mais l'euro c'est quand même de la daube, quoi. Quand même de la merde, l'euro. Parce que l'or prend de la valeur par rapport à l'euro. Donc on est vraiment en train d'assister à un effondrement des monnaies fiat, hein, qu'on connaît. Et ça, malheureusement, c'est prévisible, hein, clairement, quand on voit les économies actuelles. Bon, donc vous voyez, hein, effectivement, là, la semaine dernière, donc on avait eu un pic à 97 000 quasiment, une chute de la valeur de l'or sur la semaine, et là, cette semaine, on avait vraiment eu une remontée assez spectaculaire quand même sur la semaine. Alors, est-ce que ça va continuer, ça va faire le yo-yo comme ça, dans un range entre 96 000 et 90 000 pendant quelques mois, à voir. Ça va dépendre vraiment aussi de la situation mondiale au niveau économique et monétaire. Bon. Mais en tout cas, on voit bien que quand même, l'or, c'est plutôt la valeur refuge, hein. On voit bien quand même, ça fait que monter globalement. En ce moment, le Bitcoin, vous avez compris, plus bullish que moi, vous n'avez pas. Et après, le franc suisse, ça peut être très intéressant justement pour quand même garder de la monnaie fiat, mais sur quelque chose de solide, puisque la Suisse, effectivement, eux, c'est un des rares pays au monde, hein, vraiment encore solide au niveau de leurs fondamentaux, clairement. Donc, le franc suisse, effectivement, aussi, ça peut être une bonne stratégie de diversification entre les trois. L'or, l'argent également, hein, l'argent, hein. Après, d'ailleurs, il fallait que je fasse un... Hop. Bah, je le ferai... semaine prochaine, je ferai le point sur l'argent, faut pas que j'oublie, pour vraiment vous expliquer pourquoi l'argent, à mon sens, va exploser. Je sais pas, il fasse un x2, x3 dans les mois, les années qui viennent, parce qu'il est hyper compressé et manipulé à la baisse. Je vous expliquerai. Mais il y a une bonne... je pense qu'il y a des bonnes choses à faire sur l'argent aussi. Bon, ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like, soutenir la chaîne, à vous abonner, parce que plus on est de fous, plus on rigole. Et puis sinon, ben écoutez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, la bise, ciao.